Le même costume que celui de Napoléon lors de son sacre, un trône de plus de 3 mètres de haut, une cérémonie qui a coûté plus de 7 milliards de francs CFA de l'époque. Il y a 40 ans, Jean Bedel Bokassa était sacré empereur de Centrafrique. Bokassa avait pris le pouvoir 11 ans plus tôt, en 1966, en renversant le premier président de la République centrafricaine. En 1972, il se proclame président à vie, puis maréchal et finalement donc empereur. Son sacre démesuré a attiré 500 journalistes venus du monde entier. Nous, Bokassa Ier, jurons et promettons solennellement devant le peuple, devant l'humanité tout entière et devant l'histoire de tout mettre en œuvre pour veiller scrupuleusement à la saine application de la Constitution de l'Empire centrafricain. Bokassa Ier va encore rester 2 ans au pouvoir, un pouvoir sans partage, soutenu notamment par celui qu'il appelait son cher parent, Valéry Giscard d'Estaing, le président français qui finira pourtant par le lâcher. En septembre 1979, les troupes françaises débarquent à Bangui pour renverser l'empereur. Bokassa se vengera d'ailleurs un peu plus tard en divulguant l'affaire des diamants qui a contribué à la défaite de Giscard d'Estaing en 1981. Après presque 10 ans d'exil, Jean Bedel Bokassa va rentrer au pays en 1986. Il y sera jugé pour trahison, meurtre et détournement de fonds. Les accusations de cannibalisme, elles, seront finalement abandonnées. Condamné à la peine de mort, il ne passera au total que 7 ans en prison. Il est amnistié en 1993 et dit alors vouloir se consacrer à ses 57 petits-enfants. Il meurt en 1996 d'un arrêt cardiaque. À la chute de Bokassa, le pays commençait déjà à décliner. Aujourd'hui, la Centrafrique est l'un des pays les plus pauvres au monde, miné par la corruption et la guerre civile. Et l'un des fils du dernier empereur d'Afrique a décidé de se lancer à son tour en politique. Billet retour dans l'Empire de Centrafrique. C'est un reportage de Patrick Fandiot et Édouard Dropsy. Dans la brume tropicale, les rives de l'Ubangi. Cette rivière de plus de 2000 km qui sillonne le cœur de la République centrafricaine. Une république qui fut un temps un empire. Un empire éphémère, le dernier d'Afrique, il y a 40 ans, entre décembre 77 et septembre 79. Au bord du fleuve, quelques bâtiments datant de cette époque impériale. Comme cet hôtel, autrefois luxueux, dans une capitale toujours surnommée Bangui, la coquette. Un vestige du passé, de cette période où le pays était sous l'emprise d'un empereur autoproclamé, Jean Bedel Bokassa. Un homme qui voulait être plus qu'un roi et dont les portraits se vendent aujourd'hui dans les rues de Bangui comme des reliques d'une histoire tourmentée entre un tyran et son peuple. Et tu vois, il a des différentes sortes de photos quand il était encore jeune et quand il était encore dans l'armée française. Vous voyez comment il s'habille, l'homme en veste? Conservé avec soin par ce bouquiniste, des documents d'époque comme cet exemplaire unique de Bangui Match, inspiré par l'hebdomadaire français Paris Match, devenu ici une gazette impériale à la gloire de Bokassa. Vous savez, c'est quelque chose qui a été créé en 1974, créé par le général Jean Bedel Bokassa. Dedans, vous avez un peu de tout. Vous avez un peu d'histoire, d'histoire de la Centrafrique. Vous avez les anciennes sociétés. Et vous avez comment son parti fonctionnait. Ça, c'était sa cérémonie de maréchal quand on voulait lui donner la grade de maréchal. Chez Stéphane, une certaine nostalgie, celle de l'ère Bokassa qu'il juge aujourd'hui comme étant l'âge d'or de la Centrafrique. Oh, Bokassa, c'est un grand homme. Je l'aime beaucoup par rapport à sa philosophie de travailler. Il m'inspire avec tout ce qu'il a fait
quand il était au pouvoir, Bangui, c'était la coquette ville de Paris. Donc, après Bokassa, je crois qu'il n'y a plus grand-chose. C'est pour cela que j'aime son histoire par rapport avec ses œuvres. Parce que c'est quelqu'un qui bosse. Donc, moi aussi, je suis un bosseur, donc j'aime quelqu'un qui bosse. C'est pour cela que j'aime beaucoup Bokassa. La nostalgie de Bokassa, dans un pays aujourd'hui sous assistance internationale, sous la protection toute relative des casques bleus. Un pays ensanglanté par des massacres communautaires, en situation pré-génocidaire d'après l'ONU. Une république désormais livrée aux bandes armées qui contrôlent les 3/4 du territoire. L'Empire n'est plus qu'un souvenir. Un lointain souvenir pour les témoins du sacre de Bokassa comme Gabi Modomale, de retour sur cette avenue principale, autour du stade dans lequel le couronnement a eu lieu à l'époque. Tout Bangui a afflué ici pour s'amasser de part et d'autre de cette avenue pour assister à l'événement, disons, historique. Pour nous, enfants à l'époque, c'était vraiment un moment inoubliable. C'était vraiment mémorable. Un sacre dans une arène grandiose qui s'appelait en 1977 l'Omnisport de Bangui. Une salle détruite après la chute de Bokassa Ier, transformée depuis en un nouveau palais des sports. N'oubliez pas que ça s'appelait à l'époque le palais du couronnement. Donc c'était le symbole le plus visible du sacre de l'empereur. Voilà, c'est ici l'enceinte du palais du couronnement. La tribune officielle était de ce côté. Et tout ce qui sert aujourd'hui de gradin avait la foule, l'assistance qui était là. La haie humaine constituée par les jeunes filles partait de là-bas, de l'extérieur, jusqu'ici, jusqu'à la tribune officielle. Il y avait beaucoup de personnalités qui avaient décliné l'invitation de l'empereur, puisque le couronnement n'avait pas été salué de tous, notamment à l'international. Mais sinon, au niveau national, pour moi, c'était la mobilisation générale. Dans la classe politique, eux aussi n'avaient pas de choix que d'être là. 5000 invités pour assister à un auto-couronnement dans une indécente débauche de faste. Garde-robe, broderie, argenterie, fournis par les maisons françaises de luxe et d'artisanat. Une cérémonie ubuesque, calquée sur le sacre de Napoléon. Dans la chaleur tropicale, Bokassa, assis sur un trône doré de 3 mètres de haut, vêtu d'un lourd manteau de velours bordé d'hermine, portant une couronne sertie de milliers de diamants, accompagné d'un sceptre de près de 5 kilos d'or. Un quart du budget de l'État pour la folle démesure d'un mégalomane.